Celui qui aime les mythes est en quelque manière philosophe, car le mythe est fait de merveilles. À l'écoute d'un mythe. À l'écoute d'un mythe. Une émission proposée par Fanny Revaux. Pourquoi les mythes nous passionnent-ils autant? Qu'ont-ils à nous raconter depuis des millénaires? Ces récits, qui ont traversé le temps, interrogent notre monde et le sens de nos existences. Les écouter à la lumière de notre temps nous aide à comprendre les complexités et les défis de notre humanité. J'accueille Catherine Ben Saïd, psychiatre et psychanalyste, pour des entretiens autour de ces mythes. Elle s'y est déjà intéressée dans certains de ses ouvrages et nous avons le plaisir de poursuivre ensemble ces réflexions. Bonjour Catherine. Bonjour Fanny. Je suis heureuse que nous ayons l'occasion de parler aujourd'hui du mythe de Pénélope. Nous avons choisi une toile du peintre pré-raphaélite John William Waterhouse. On y voit une figure féminine centrale, Pénélope, vêtue de rouge, assise face à son métier à tisser. Deux servantes l'aident dans sa tâche, tandis que des prétendants, derrière elle, sont pressants et tentent de pénétrer chez elle par des fenêtres ouvertes. Quelle est l'histoire de Pénélope? L'histoire de Pénélope, l'histoire d'une femme mariée à Ulysse, son cher Ulysse, qui est partie faire la guerre de Troie. Cette guerre a duré 10 ans. Et ensuite, c'est ce qui est raconté dans l'Odyssée. C'est cette Odyssée du retour d'Ulysse vers Ithaque, semée de beaucoup d'aventures et d'énormes défis qui lui ont été lancés, entre autres, par les dieux. Les dieux sont très vengeurs dans l'Odyssée. Par conséquent, Pénélope est une femme qui attend son mari pendant 20 ans. 10 ans de la guerre de Troie et 10 ans son retour par les mers et les difficultés qu'il va traverser avant de rentrer à Ithaque. C'est une histoire qui parle de la fidélité, bien entendu, puisque elle va rester fidèle à son époux, elle va prier tous les jours pour qu'il revienne, donc il restera présent dans son cœur, et comme Ulysse n'est pas là, elle est seule à la fois à s'occuper de son fils, Télémaque, qui venait de naître quand Ulysse est parti, et elle s'occupe également de Laërte, son beau-père. Cet homme, ayant lui-même souffert de l'absence d'Ulysse, de son fils, est un peu déprimé et il vit à l'écart du palais, donc il ne lui est pas d'une grande aide dans les affaires qu'elle a à assumer au quotidien. Et surtout, l'absence d'Ulysse a laissé la place à des prétendants qui sont nombreux, qui sont particulièrement envahissants dans le palais, qui festoient, s'amusent, trouvent beaucoup de plaisir avec les suivantes aussi, et attendent que Pénélope choisisse l'un d'entre eux. La pression est telle que Pénélope se voit contrainte, à un moment donné, d'utiliser ce stratagème que l'on connaît, c'est-à-dire qu'elle va tisser une toile le jour, une toile qui est attribuée au linceul pour Laërte, voilà, quand il s'en ira, et on sait qu'elle va tisser cette toile le jour et la détisser la nuit, car elle ne veut pas que cette toile soit terminée, puisqu'une fois terminée, elle sera obligée de choisir l'un des prétendants. Et il y a dans l'étymologie du mot Pénélope, Péné et Pénélopia, c'est-à-dire il y a Péné qui est la toile et Lopia qui est défaire. Donc cette femme fait et défait la toile. Et cette toile de Pénélope qui est tissée le jour et défait la nuit,
Quelle pourrait être la symbolique de ce tissage? Ce tissage fait d'elle une femme qui agit. On peut dire qu'elle prend en main son destin. Et face à cette absence contre laquelle elle ne peut rien faire, elle va défier le temps d'une certaine façon. Sur cette toile, elle tient la quenouille et elle reste sujet de sa vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut associer le mot tissu à texte, puisque c'est la même étymologie. On peut imaginer que lorsque Pénélope fait ce tissu, cette toile, pendant la journée, elle parle à Ulysse. Qu'elle lui raconte peut-être ses journées difficiles, qu'elle lui dit à quel point elle l'attend, le désir, les questions qu'elle se pose sur sa vie, à lui. Que fait-il? Où est-il? Les questions aussi qu'elle a à lui poser sur ce qu'elle devrait peut-être faire dans le palais, puisqu'elle s'y retrouve seule, à la fois dans l'éducation de son fils, de leur fils, et dans la prise en charge du palais. Et le fait que tissu soit associé à texte n'est peut-être pas étranger au fait que Ovide, de son côté, a écrit une lettre. La lettre que Pénélope aurait envoyée à Ulysse. Et on voit là comment, après Homère, finalement, qui va parler aussi au nom d'une femme, au nom de Pénélope, Ovide va aussi dire avec des mots très poétiques, à la fois sa difficulté, sa douleur, combien elle se sent délaissée dans la lenteur des jours qui passent, et que s'il n'y avait pas cette guerre de Troie, elle ne serait pas là à tromper le vide de ses nuits et à fabriquer, je le cite, de ses mains privées de toi sur un ouvrage en souffrance. Et elle dit, ce qui est beau, l'amour est une réalité pleine de crainte et de souffrance. Et voici un extrait de cette lettre. « Je n'aurais pas langui dans un lit déserté, toute froide. Je ne me plaindrai pas, délaissée, de la lenteur des jours qui passent. Et je ne chercherai pas à tromper le vide de mes nuits, en fatiguant mes mains privées de toi sur un ouvrage en souffrance. » Et un peu plus loin, il est dit « Mon père Icarius me pousse à quitter mon lit déserté, et ne cesse de me reprocher cette attente infinie. Qu'il reproche autant qu'il le veut, je suis à toi, il faut le dire, Pénélope, épouse d'Ulysse, je le suis pour toujours. Du reste, il est ébranlé par ma pieuse affection, la pureté de mes prières, et tempère tout seul sa violence. Je suis à toi, il faut le dire, Pénélope, épouse d'Ulysse, je le suis pour toujours. » C'est important parce qu'effectivement, on peut dire de Pénélope qu'elle a une fidélité à toute épreuve. Et effectivement, on peut retrouver, parce que c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui m'a intéressé dans ce mythe, c'est quelle est la Pénélope des temps modernes et que ferions-nous à sa place? Qu'est-il juste de faire? Que nous donne-t-elle comme exemple ou peut-être comme contre-exemple? Quelles seraient les objections de vivre comme Pénélope, qui donne tout de même l'image d'une femme délaissée? Il y a aussi une autre personne, qui est une poétesse sud-américaine, qui s'appelle Clarissa Pinkola Estés, qui a écrit une lettre. Ce n'est pas la femme amoureuse, je dirais romantique. Elle l'aime, hein, mais elle lui dit en même temps « Ya no es posible más ». Maintenant, ce n'est plus possible. Je ne vais pas t'attendre éternellement, Télémaque a besoin d'un père, le palais a besoin d'une personne qui est présente. Je ne peux pas assumer toutes les fonctions, Laërte se fait vieux, et moi-même, je ne suis plus la jeune fille que tu as laissée. Par conséquent, j'ai trouvé un jeune homme qui est aussi beau que toi quand tu l'étais, aussi valeureux, et maintenant je te demande de ne pas revenir. D'ailleurs, ton fils t'a oublié, et Laërte sera peut-être mort quand tu seras rentré. En évoquant le texte de Clarissa Pinkola Estés, je pense bien sûr à la chanson de Barbara. Dis, quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour, si tu ne comprends pas qu'il te fait revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs.
Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dans votre livre Libre d'être femme, vous dites « La poétesse latino-américaine offre à Pénélope un droit à la parole, son histoire valant d'être contée autant que celle de son valeureux époux. Elle a des nouvelles d'Ulysse, mais que sait-il de ce qu'elle vit ? À toutes les femmes, l'auteur donne à voir une vie autre que celle d'une épouse délaissée par l'homme qu'elle aime et qui vivrait dans les larmes et l'abnégation de sa propre existence. Elle ouvre la voie au bonheur et au plaisir. » Fin de citation. N'est-il pas juste de mettre fin à une attente quand l'attente se fait trop longue? À l'heure actuelle, il est quand même difficile d'imaginer une femme dotée d'une telle patience, non? Quand effectivement, dans une situation qui nous est très douloureuse, il est utile et même indispensable de poser une limite. Une limite à la souffrance qui nous est imposée par l'autre et qui d'une certaine façon est une injustice ou que l'on vit comme telle ou qui est trop douloureuse à vivre. Mais on peut se poser la question de savoir si cette décision concerne véritablement Pénélope et si c'est juste. Non, ce n'est plus possible. Non, je souffre trop. N'est-elle pas à dire quand cette souffrance imputée par l'autre est d'une certaine façon volontaire ou inconsciente et le fait d'une intention de partir, d'une intention de délaisser, du désir de vivre ailleurs, du désir de partir. Ce qui n'est pas le cas d'Ulysse. Ulysse ne voulait pas partir. Ulysse est un homme courageux qui a obéi au défi de la guerre, comme beaucoup d'hommes. Et il était peut-être même difficile de s'y soustraire. Mais rien ne lui dit qu'Ulysse ne l'aime plus. Et elle est absolument convaincue que Ulysse continue à l'aimer. Donc je pense que dans ce cas, face à cette fidélité qui est peut-être partagée, on ne sait jamais. La fidélité de Pénélope prend son sens. On peut la retrouver dans la Pénélope des temps modernes, peut-être pas dans une aussi longue attente que 20 ans. Et encore, il faut préciser que l'attente, par définition, est faite de deux grandes incertitudes. On ne sait pas si l'autre reviendra et on ne sait pas au bout de combien de temps. Et c'est justement ces deux incertitudes qui maintiennent une attente. S'il y a une certitude que l'autre ne vous aime plus, que l'autre est parti avec une autre, un autre, ou que dans son comportement, toute épreuve d'un désamour ou d'une absence de sentiment, absence perpétuelle de preuve de son engagement à votre égard, oui, là, cela est juste de mettre un terme à cette relation. Dans le cas de Pénélope, et je disais oui, ça peut être le cas de toutes les Pénélopes face à une absence, mais qui peut être liée par exemple à un travail, qui peut être liée à une maladie, qui peut être liée à une difficulté, qui est liée, sans que ce soit les épreuves qu'a pu subir Ulysse, aux épreuves que l'autre a vécues, que nous avons tous vécues. Par conséquent, nous sommes pleins de nos blessures passées et que chacun subit, c'est son odyssée, avec les mêmes défis, les mêmes difficultés. Et ce sont ces difficultés, je dirais, qui vont nous empêcher parfois, que ce soit un homme ou une femme, de rentrer à la maison. Et quand je dis rentrer à la maison, c'est rentrer chez soi, rentrer à l'intérieur de son cœur, dans la vérité de son cœur aimant. Parfois, nous aimons, et certaines personnes sont peut-être plus en avance que d'autres sur cette certitude ou cet engagement possible. Et l'exemple que peut donner Pénélope est celui d'une confiance et d'une patience. Confiance dans l'amour qu'elle ressent, mais aussi confiance dans l'amour qu'elle sait qu'Ulysse ressent pour elle, et patience. Patience dans cette toile qu'elle va créer et défaire. Et ce mouvement, d'ailleurs, c'est le mouvement du cœur, c'est le mouvement des battements du cœur, c'est le mouvement du rythme du vivant. Pour moi, c'est aussi le mouvement du sac et du ressac de la mer. C'est cette permanence dans l'impermanence, c'est cette vie qui
qui finalement se poursuit avec ses hauts, ses bas, ses moments de calme et ses moments de tempête. C'est une permanence, Pénélope. C'est la permanence de l'amour qui ne doute pas. Vous parlez du doute. Aujourd'hui, le doute est très présent. Beaucoup de gens se demandent, est-ce lui, est-ce elle? Le comportement de l'autre correspond-il à mes attentes? Donc on se pose beaucoup de questions et on est aussi pressé d'avoir des réponses. Dans notre société, qui est peut-être davantage portée à l'urgence, à l'impatience, à la consommation, à attendre des réponses immédiates à nos problèmes ou des solutions faciles à nos difficultés, des plaisirs qui vont nous distraire, qui nous éloignent peut-être de ce qui est au fond, et nous le savons, essentiel, qui pourrait nous apporter beaucoup de satisfaction et de joie, mais on préfère par moments obéir à des sollicitations de l'instant. Finalement, quelle est la jouissance réelle que l'on peut retirer de ces impatiences successives qui nous font passer d'un sujet à un autre? On voit dans les réseaux sociaux, on voit dans les rencontres, la capacité à se défaire assez vite d'une relation qui nous apporte déception et insatisfaction, et de se dire non, cela ne me convient pas, cela ne correspond pas à mes attentes, je vais continuer à chercher ailleurs. Bien souvent c'est justifié, mais parfois, et c'est ce qui est très beau dans le cas de Pénélope, et on va voir aussi dans les autres Pénélopes, c'est au fond que elle l'accueille tel qu'il est. L'attente qu'a eue Pénélope n'est-elle pas due aussi à cette relation si forte et particulière qu'elle a eue avec Ulysse, qui donne cette conviction intérieure que c'est cette personne et personne d'autre? Donc cette fidélité ne viendrait-elle pas de cette grande qualité relationnelle entre eux? Certes, il ne faut pas aussi l'oublier, Ulysse est un héros. Et face même au prétendant qui festoie toute la journée, qui s'amuse et qui dépense toutes les richesses du palais, son Ulysse est un homme très courageux qui elle le sait pas, mais nous, enfin elle le sait si quand elle l'a connu, mais nous on va savoir à travers l'Odyssée à quel point il est capable de défier même les dieux. Il est capable d'aller en enfer et d'y revenir. De Charybde en Scylla, comme on dit, il a pu échapper à ces deux immenses rochers sur lesquels tous les bateaux échouent. Et d'ailleurs, tous ses compagnons sont morts. Et il a affronté aussi même Circé. Circé, la magicienne qui avait transformé ses compagnons en pourceaux. Et c'est pour les sauver qu'il est allé la rencontrer. Et elle lui a demandé une nuit d'amour, en échange de la libération de ses compagnons. Et cette nuit d'amour s'est transformée en une année. Il y a une affirmation du désir et d'un désir charnel. C'est important cette affirmation qui, je trouve, n'a pas été toujours reconnue comme telle. Ce n'était pas si mis en avant, le plaisir des femmes. Et il ne fallait pas céder aux hommes. Il y avait la notion que c'était eux qui prenaient leur plaisir et pas elles. Et là, on pourrait aussi citer le mythe de Tirésias, que Ulysse va aller consulter dans les enfers. Tirésias, qui est ce grand devin de la mythologie grecque, il a en effet quelque chose à nous dire, non, sur le plaisir féminin. Pouvez-vous nous rappeler son histoire? Tirésias a eu la possibilité d'être homme et femme. Et quand il y a eu une discussion entre Zeus et Héra, Zeus disant que la femme avait plus de jouissance que l'homme, Héra n'était pas d'accord et ils ont pris Tirésias comme arbitre. Et Tirésias a dit oui, la femme a 9 fois plus de plaisir que l'homme. Héra, furieuse, ça on peut se demander pourquoi une femme est furieuse d'apprendre que les femmes ont beaucoup de plaisir,
Ça, c'est une autre histoire, mais bon, c'est pas inintéressant. Elle lui a fait perdre la vue. Et Zeus lui a donné la possibilité d'être devin et d'être immortel pendant cette vie. C'est pour ça qu'on va le retrouver comme on l'avait trouvé dans l'histoire de Narcisse. Dans votre livre Libre d'être femme, vous dites « L'art d'aimer n'est-il pas d'être fidèle à ses engagements ?» Pénélope en est un exemple. Sa patience est un choix, un acte d'amour. Celui d'une femme qui, chaque jour, renouvelle sa fidélité à l'homme dont elle est l'épouse, laissant à la porte ceux qu'elle ne souhaite pas pour mari. Elle maintient vivant le lien avec Ulysse, par-delà les mers et les paroles qui lui sont dites, ayant toujours foi en ses sentiments. Quand il sera de retour, il dira n'avoir jamais douté de l'amour de Pénélope, il la savait fidèle à leur amour. Oui, l'histoire de Pénélope, c'est celle d'une femme qui reste fidèle à l'homme qu'elle aime et choisit la fidélité dans le sens où elle ne veut pas d'un autre homme. Et je pense qu'il y a beaucoup d'amoureux et d'amoureuses qui ne souhaitent pas d'autres personnes que l'élu de leur cœur, au moins pour un temps. Donc, c'est un choix. Effectivement, c'est un choix et ce n'est pas un choix, parce que quand un homme et une femme sont présents dans notre cœur, je ne suis pas convaincue que ce soit un choix. C'est quelque chose qui est là, et peut-être le choix, c'est plutôt d'écouter ce ressenti, d'écouter ce sentiment, de lui faire confiance, et de ne pas se laisser convaincre par ceux qui diraient mais amuse-toi, prends du bon temps, profite de ton âge, de ta jeunesse, le temps passe, sois plus léger, pourquoi tu sacrifies ta vie? Est-ce que cette personne mérite ton amour? Regarde, elle n'est pas là, il n'est pas là. Qu'est-ce que tu vas continuer à rêver de quelqu'un qui ne t'apporte pas ce que tu attends? Et encore une fois, quand cette permanence pour l'autre est d'une certaine manière partagée, que la fidélité est partagée, et dans le cas de Pénélope, alors certes, il y a eu les épisodes de Circé, il y a eu l'épisode de Calypso, où il a quand même vécu pendant 7 ans, mais il est revenu. Et si on prend 7 ans sur 20 ans, et si on considère que 20 ans, c'est symbolique, et que dans la vie, dans nos vies, effectivement, je ne souhaite à personne d'attendre 20 ans un amoureux ou une amoureuse qui passerait aussi 7 ans avec une autre personne. Je veux dire, même quand il était heureux avec Calypso, il avait la nostalgie, de plus en plus souvent, de son île d'Ithaque. Et ça rejoint un petit peu les vers aussi de Du Bellay, celui qui, comme Ulysse, lassé d'un long voyage. Ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Est-ce que finalement, des paradis artificiels ou paradis réels, même bien agréables à vivre, sont-ils plus importants que notre maison? Ceux qui sont en exil le savent. Combien il est difficile de ne plus être chez soi, dans la maison de ses parents, dans la maison où on a pu naître, mais même dans la maison aussi après que l'on a pu choisir en tant qu'adulte. Et parfois, on peut être mieux chez soi, même si les conditions sont difficiles, mais en sachant que l'on est là où on doit être. On est avec les siens, on est dans sa famille, famille d'âme, famille de cœur, famille que l'on a créée, famille qui est celle de nos parents, de nos aïeuls. Et c'est aussi ce que dit Pénélope, c'est qu'il ne faut pas toujours choisir la facilité ou l'immédiateté du plaisir, et qu'il y a une permanence, celle qu'elle représente aussi pour son époux, qui valent de l'or, je dirais, qui sont très précieuses pour l'autre, bien sûr, mais même pour elle-même. N'est-elle pas plus heureuse dans cette permanence d'amour avec l'homme qu'elle aime, parce que finalement il est toujours là, quand elle fait et quand elle défait, que si
Elle s'était obligée à vivre une autre vie, tout en pensant à l'homme qu'elle aimait, tout en le regrettant. Et une fois qu'il est de retour, n'aurait-elle pas été très malheureuse de ne pas l'avoir attendu, car c'est avec lui qu'elle souhaite véritablement être. Il est particulièrement long, ce retour à la maison. La durée des voyages peut varier selon les histoires, mais espérons qu'il ne soit pas toujours aussi long, ce retour chez soi. Il importe d'associer l'amour à la patience et la confiance, plutôt qu'à l'urgence et l'impatience. Patience pour le chemin à accomplir avant de rentrer à la maison. Comme tu disais, qui est parfois plus long pour certains que pour d'autres. C'est très long de rentrer à la maison. Et finalement, toutes les épreuves que vit Ulysse, c'est peut-être pas seulement à écouter comme un éloignement d'Ithaque et de sa femme Pénélope, c'est peut-être aussi le temps pour lui de... mais ça il faudrait parler d'Ulysse, mais de comprendre pour lui-même comment il est capable de défier les dieux, comment il est capable, toute cette odyssée et ce voyage d'Ulysse n'est-il pas un accomplissement aussi, une confiance ou une conscience qui s'éveille, ne serait-ce que face à la guerre. Il a gagné la guerre de Troie, mais au fond, son cœur s'est vidé de la croyance en Dieu. D'avoir tué tous ces innocents, d'avoir assiégé cette ville, d'avoir vu tant de sang, n'est pas quelque chose qui le réjouit, et c'est quelque chose qui le rend malheureux. De même que de constater toutes ces rivalités entre les dieux qui vont cesser de se venger, alors qu'il a eu la sensation, lui, qui se battait pour défendre une cause qui était celle de la guerre. Et peut-être qu'Ulysse a dû faire tout ce chemin avant de rentrer chez lui. Pénélope a toujours affirmé son désir de vouloir retrouver Ulysse. N'a-t-elle pas eu raison d'attendre, puisqu'Ulysse est revenu? Et quand Ulysse est revenu, c'est digne d'un film, d'un happy end, car au fur et à mesure, la pression se faisait de plus en plus grande. Une des servantes de Pénélope l'avait trahi et avait dit à un des prétendants qu'elle défaisait la toile la nuit. Par conséquent, elle a été enfermée dans un gynécée avec des femmes qui la surveillaient et elle a dû terminer la toile. Et une fois terminée la toile, il lui fallait choisir entre ses prétendants. C'est là, toujours fidèle à Ulysse, qu'elle a, pour les départager, choisi un arc, son arc, l'arc d'Ulysse, demandant à chacun d'être capable de l'utiliser. Et il faut savoir que dans le même temps, et ce qui est important, Ulysse, à qui il avait été dit que s'il revenait, il serait tué par les prétendants, donc il lui fallait revenir sous un autre aspect, avait été changé, grâce à Athéna, en vieil homme. Et quand il s'est présenté, c'était un vieil homme. Et Pénélope ne l'a pas rejeté. Mais quand il y a eu ce concours pour utiliser son propre arc, il a demandé s'il pouvait participer. Et Télémaque lui-même a participé. Il n'y est pas arrivé. Et personne n'y arrivait. Et quand Ulysse l'a utilisé, il a su, en plus, il fallait que la flèche passe entre différents anneaux. Et il a réussi à le faire, et la flèche est arrivée dans le centre. C'est là qu'il a défait, si l'on peut le dire ainsi, ses habits de vieillard, s'est montré tel qu'il était. Et déjà, la nourrice l'avait reconnu parce qu'il avait une cicatrice bien particulière, mais Pénélope doutait. Était-ce bien lui, après tant d'années, elle qui l'avait tellement attendu? Et elle fait préparer la chambre, ce qui était encore une ruse, par la nourrice. Et là, Ulysse s'exclame en disant « C'est pas possible de préparer ce lit
autrement que là où il est, puisque c'était lui qui l'avait construit. Et là, Pénélope comprend que c'est bien Ulysse. Et ils vécurent des jours heureux, et ils se retrouvèrent. Bon, l'histoire après raconte que il est parti et revenu, mais les voyages étaient beaucoup plus courts. Et puis d'autres qu'il fut assassiné un jour par le fils qu'il avait eu avec Circé, et que même ce fils aurait épousé après Pénélope. Bon, mais peu importe. Ce qui est important, c'est qu'au fond, elle a retrouvé son amour et que son attente n'était pas vaine. Elle a bien fait d'attendre. Elle a bien fait d'attendre. Tout à l'heure, vous aviez évoqué une autre Pénélope. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Il y a une autre Pénélope, et qui est importante. C'est la Pénélope de Joyce. Elle s'appelle Molly. Son monologue constitue le dernier épisode du livre d'Ulysse. Et il a été publié séparément. Et c'est important que pour Ulysse, si Pénélope, c'est comme dans le mythe, hein, comme dans l'Odyssée, et l'arrivée de cet homme qui... Alors ça se passe dans une journée, le 16 juin. Ce texte de Molly est un texte qui commence par un oui, et va se terminer aussi par un oui. Et c'est comme si elle commençait, ou plutôt poursuivait, une longue discussion. Oui, c'est ainsi, ce n'est pas comme d'habitude. Et elle est encore une fois très libre et sujet de sa parole. Il n'y a aucun tabou. Elle ne met aucun filtre. Elle parle du féminin, elle parle de son rapport aux hommes, de ses questions hein, par rapport aux hommes et aux autres femmes aussi. Ce qui la caractérise, c'est cette liberté d'expression, ce qu'une femme vit, même dans ce qu'il y a de plus matériel, les tâches quotidiennes, de plus organique, je dirais, dans ce qu'elle décrit de son corps, hein, des règles et des autres manifestations qu'elle a à gérer. Quand son mari rentre de sa journée, qui est l'équivalent de l'Odyssée d'Ulysse, avec beaucoup d'épisodes, il la retrouve et elle dort. Mais elle ne dort pas, en réalité. Et ça aussi, c'est un beau symbole. Molly est éveillée et elle est dans son monologue. Elle a beaucoup à dire, elle a beaucoup à penser. C'est ce oui lucide, encore une fois. C'est pas un oui inconscient, un oui d'un romantisme qui se raconterait une histoire du prince charmant que l'on attend, ou un oui capricieux, un oui qui dit oui, mais qui est en réalité un peu hystérique, qui l'autre est là, quand l'autre est là dit non, ou un oui qui serait celui de l'attachement, inquiet, car il y a des attentes inquiètes et il y a des attentes confiantes. Le oui d'une femme qui regarde sa vie de femme, qui regarde l'homme qu'elle aime, et qui continue à dire oui à cette vie-là, avec ses aléas, avec ses difficultés, mais une vie effectivement qu'elle a choisie. Dans ce sens, c'est une fidélité qu'elle a choisie. Et voici la fin du texte de Joyce. Oui, quand j'ai mis la rose dans mes cheveux, comme le faisaient les Andalouses, ou devrais-je en mettre une rouge? Oui. Et comment il m'a embrassée sous le mur des morts, et j'ai pensé bon autant lui qu'un autre. Et puis j'ai demandé avec mes yeux qu'il me demande encore oui. Et puis il m'a demandé si je voulais oui, de dire oui, ma fleur de la montagne, et d'abord je l'ai entouré de mes bras, oui, et je l'ai attiré tout contre moi, comme ça, il pouvait sentir tous mes seins, mon odeur, oui, et son cœur battait comme un fou, et oui, j'ai dit oui, je veux, oui. C'est un oui donc qui voit la vie telle qu'elle est, c'est un oui qui voit aussi le monde sans illusion. Pour moi, c'est un oui qui est aussi le oui de l'enfant. Si on dit à un enfant « Est-ce que tu veux une glace ?» il va dire « Oui ». Et on pourrait s'exercer d'ailleurs à prononcer ce oui. Un oui joyeux, un oui sensuel, un oui enthousiaste, un oui qui est toujours partant pour le vivant. Et en même temps, la vie, comme l'amour, a un caractère sacré, éternel, et en même temps doit se réactualiser à chaque instant. Donc, n'ayons pas peur de dire oui et d'aimer.
C'est bien ce que ce mythe nous rappelle. Il n'y a pas à savoir si Pénélope a raison ou pas d'être fidèle. Il n'y a pas de raison à l'amour. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, comme dit Pascal. Et c'est quelque chose d'irrationnel. Et je dirais que c'est quelque chose qu'il faut respecter chez chacun de nous et chacune. Il y a beaucoup de façons d'aimer. Et ce qui est important, c'est que chacun de nous, chacune de nous, nous disions oui à notre façon d'aimer. Et en ce sens, on est fidèle au secret de notre cœur. On est fidèle à notre maison intérieure, à ce qui est essentiel pour nous. Quel serait le message à retenir de Pénélope? Le message, pour moi, le plus essentiel de Pénélope, c'est un oui à son désir. Quel désir? Et ça, c'est peut-être la question que chacun pourrait se poser, chacun, chacune. À quel désir je dis oui? Et c'est un oui plein et entier. Et la fidélité de Pénélope, je dirais que c'est une fidélité qui dit oui, une fidélité à un oui. Cela peut être oui à un homme, à une femme, dans une relation amoureuse, mais c'est aussi un oui à la vie telle qu'elle est, comme à l'autre, les autres tels qu'ils sont. Et c'est ce que dit bien Molly, c'est-à-dire, elle va dire finalement, je l'ai choisi, pourquoi pas lui plutôt qu'un autre? Mais ce choix, elle s'y engage. Donc c'est à ce oui confiant, généreux, patient, je dirais presque sacré, que nous pouvons rendre hommage, ou que nous pouvons garder dans notre cœur comme un exemple que nous offre cette belle Pénélope. Merci Catherine. Merci Fanny. À l'écoute d'un mythe avec Catherine Ben Saïd.